Bienvenue dans notre analyse. On part aujourd'hui d'une observation, toute simple en fait. Les organismes vivants sont incroyablement organisés. C'est vrai. Quand on pense à un écosystème, à une cellule, ou même à notre propre corps, cette organisation, elle semble être la clé de la définition même de la vie. Hmm. Mais et si c'était une fausse piste? Si cette idée, aussi intuitive soit-elle, n'était pas l'élément le plus fondamental pour comprendre le vivant? C'est une question qui bouscule pas mal de certitudes, ça. L'organisation, c'est un peu le concept par défaut quand on veut distinguer, disons, une pierre d'un oiseau. Exactement. Suggérer qu'on peut s'en passer pour expliquer ce qui rend la vie si spéciale, c'est assez radical, quoi, complètement. Et c'est justement le cœur de notre discussion, qui s'appuie sur un chapitre du philosophe Olivier Sartener. Le titre est assez provocateur. L'organismisme a-t-il vraiment besoin d'organisation? D'accord. On va donc explorer cette idée philosophique, l'organismisme, qui en gros défend que les organismes sont des entités à part, qui méritent leur propre science, la biologie. Et on va voir si cette vision peut tenir debout sans son pilier le plus solide en apparence. L'organisation, C'est ça. Notre mission, si on l'accepte, c'est de décomposer cet argument et d'examiner une alternative fascinante que le texte met en avant. qui est L'idée que ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'agencement des parties à un instant T, mais leur transformation au fil du temps. C'est un vrai changement de perspective. Ça pourrait bien redéfinir notre manière de voir la frontière entre le vivant et le non-vivant. Absolument. Alors, commençons par le début. C'est quoi exactement cet organicisme? Ça sonne un peu académique. En gros, c'est une idée qui prend le contre-pied de ce qu'on appelle le réductionnisme. Ok. Pour un réductionniste pur et dur, si vous voulez comprendre, disons, une grenouille, il vous suffit de comprendre parfaitement ses composants. Les molécules, les atomes. Voilà, les molécules, les atomes et les lois de la physique et de la chimie qui les gouvernent. Et c'est tout. On regarde les briques, on comprend les lois de la maçonnerie, et hop, on a compris la maison. C'est l'idée. Sauf que les organicistes, depuis plus d'un siècle, répondent pas si vite. Pour eux, un organisme est toujours plus que la somme de ses parties. Ah, le fameux adage. Il possède des propriétés, comme la capacité de se régénérer, qu'on ne peut pas déduire simplement en regardant une collection de molécules dans un bocal. Il y a quelque chose de plus. D'accord. Et le texte explique que cette pensée repose traditionnellement sur trois grands piliers. Le premier, c'est l'organisme lui-même, avec un grand O. Hmm, Les organismes ne sont pas juste des sacs de molécules, mais des tous unifiés qui ont une forme de pouvoir sur leurs propres composants. exactement. Il y a une citation du biologiste Woodger de 1929, mais elle est parfaite. Le tout entre toujours dans la détermination des activités des parties. C'est une idée très forte. Ça veut dire qu'une cellule de mon foie ne se comporte pas de la même manière que si elle était seule dans une boîte de pétri. Ah oui, bien sûr. Le fait qu'elle soit dans mon corps, le tout, change fondamentalement son comportement, ses propriétés, sa nature même. Ce qui nous amène logiquement au deuxième pilier, l'autonomie de la biologie. Oui. Mais attends, cette idée d'autonomie, est-ce qu'elle est encore vraiment d'actualité? Aujourd'hui, avec la biochimie, la biophysique, on a l'impression que les frontières sont de plus en plus floues, non? C'est une excellente objection. Et c'est justement là que la distinction devient cruciale. D'accord. Les organicistes ne nient pas du tout l'importance de la physique ou de la chimie. Ils disent simplement que même si vous connaissiez toutes les lois physico-chimiques de l'univers, il vous manquerait encore quelque chose pour expliquer le comportement d'un organisme. Ce quelque chose en plus. C'est ça, ce niveau de complexité propre au vivant que la biologie, en tant que science autonome, doit prendre en charge. C'est ce que voulait dire Haldane avec sa métaphore de se heurter la tête contre un mur de pierre. D'accord, je vois mieux la nuance. Ce n'est pas un mur de séparation, mais plutôt un escalier. La physique est la première marche, mais il en faut d'autres. C'est une bonne image. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier, celui qui est au cœur de notre question, l'organisation. Avec une étoile. Oui, avec une étoile. C'est le lien entre les deux premiers. Qu'est-ce qui rend les organismes si spéciaux? Traditionnellement, la réponse est leur organisation. Mais pas n'importe laquelle. D'où l'étoile. Voilà. Le texte utilise organisation pour désigner un type d'organisation supposé unique aux organismes. C'est cette structure hiérarchique qui leur donnerait leur pouvoir et qui justifierait que la biologie soit une science à part entière. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'auteur nous lance un défi. Imaginons l'organismisme sans ce troisième pilier. Hmm. Que se passe-t-il si on retire l'organisation de l'équation? Est-ce que tout l'édifice s'effondre?
Pour répondre, il faut faire un petit détour par un concept clé, l'émergence. L'organismisme est une forme d'émergentisme. Ok, En termes simples, l'émergence, c'est quand une entité, disons l'organisme, dépend bien de sa base matérielle, les molécules, oui. mais en même temps, elle est autonome par rapport à cette base. C'est le retour du fameux plus que la somme de ses parties. Exactement. Et traditionnellement, cette émergence est pensée de deux manières. D'abord, elle est synchrone. C'est-à-dire? Le tout et les parties existent en même temps. Mon corps et mes cellules coexistent ici et maintenant. Logique. Ensuite, elle est hiérarchique. Il y a un niveau inférieur, les parties, et un niveau supérieur, le tout. L'organisation, c'est ce qui construit le niveau supérieur à partir de l'inférieur. Ok, c'est la vision classique. Mais l'auteur propose une alternative radicale, ce qu'il nomme l'émergence transformationnelle. Et là, tout bascule. L'émergence n'est plus synchrone mais diachronique. Elle se déploie dans le temps, c'est un processus. D'accord. Et elle n'est plus hiérarchique mais plate. Il n'y a pas de niveaux distincts qui apparaissent. La clé, ce n'est plus l'organisation de parties qui resteraient les mêmes. La clé, c'est que les parties elles-mêmes sont transformées. Waouh, ça change tout. Le slogan devient donc, comme le formule le texte, le tout est simplement la somme des parties qui ont été transformées. C'est ça. Ce n'est pas la disposition qui crée la nouveauté, c'est la transformation de la matière elle-même. On passe d'une vision d'architecte, qui assemble des briques, à une vision d'alchimiste, qui change le plomb en or. C'est une image très juste. L'alchimiste ne réorganise pas les atomes de plomb, il cherche à les transmuter. L'idée ici est similaire. Ce qui est nouveau, ce n'est pas la structure, c'est la substance. J'avoue que ça reste un peu abstrait. C'est un concept puissant, mais comment le rendre concret ? Le texte propose une analogie fascinante et assez surprenante, venue de la physique. Exactement. On ne va pas se perdre dans les détails de la physique quantique, promis. Ouf. Mais l'idée est la suivante. Le texte nous parle de l'effet Hall quantique fractionnaire. N'ayons pas peur du nom. Je vais essayer. Imaginez un groupe d'électrons, dans des conditions très très spécifiques, un froid extrême et un champ magnétique surpuissant. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Une sorte de magie physique ? On pourrait presque dire ça. Le collectif d'électrons se met à agir comme s'il était composé de particules totalement nouvelles que les physiciens ont appelées des anions. Des anions, d'accord. Et ce qui est crucial, c'est que ces anions ont des propriétés comme des statistiques fractionnaires que des électrons seuls ne pourraient jamais en aucun cas posséder. C'est littéralement impossible pour les particules de départ. Ok, donc on prend des électrons, on les met dans des conditions extrêmes, et il en sort quelque chose qui n'est plus vraiment un électron, avec de nouvelles règles du jeu. C'est ça, l'idée ? C'est exactement ça. Et le point le plus important pour nous, c'est la conséquence. Ce phénomène était si nouveau que la physique des particules existantes ne pouvait pas l'expliquer. Ah, Du coup, il a fallu créer un nouveau champ scientifique avec ses propres concepts, ses propres lois, la physique de la matière condensée. L'autonomie scientifique était inévitable. ah, d'accord, je vois où l'analogie nous mène. Elle prouve que le concept n'est pas juste une spéculation philosophique. On a un cas réel où une transformation d'un système a créé une nouveauté si radicale qu'elle a justifié l'émergence d'une science autonome. Précisément. L'idée d'une autonomie scientifique basée sur la transformation et non sur l'organisation est donc conceptuellement solide. C'est une voie possible. D'accord, l'analogie avec la physique est frappante, mais ça reste une analogie. On sait que les biologistes peuvent être méfiants quand on leur parle de physique quantique. Est-ce que cette idée de transformation résonne vraiment avec ce qu'on observe dans le monde du vivant ? Le texte suggère que oui, et de manière très directe. Il cite les travaux de la biologiste Anna Soto et de ses collaborateurs sur la biologie du développement. Mhm. Il s'intéresse beaucoup à la causalité descendante, cette fameuse idée que le tout influence les parties, mais ils la définissent d'une manière qui devrait nous sembler familière maintenant. Pour eux, c'est le changement des propriétés de base. On est en plein dans le langage de l'émergence transformationnelle. Carrément. Il y a une citation dans le texte qui est très parlante. Je la lis. « Au moment où le tissu est formé, les parties que nous identifions ne sont plus les parties qui ont interagi lors de sa formation. » C'est fou quand on y pense. C'est ça. La cellule de ma peau n'est pas juste collée à ses voisines, elle est ce qu'elle est parce qu'elle est là, intégrée dans ce tissu. C'est tout à fait ça. Une cellule souche qui se différencie en cellule de foie n'est pas juste réorganisée. Ses propriétés fondamentales, son expression génétique, son métabolisme, tout a été profondément transformé. D'accord. C'est un peu comme une personne qui déménage dans un nouveau pays. Au début, c'est juste un individu dans un nouvel environnement. Mais après des années, sa façon de parler, de penser,
Tout a été transformé par son intégration. Ce n'est plus la même personne organisée dans un nouveau pays, c'est une personne fondamentalement changée. Voilà. L'analogie est très parlante. Et le texte en utilise une autre, plus brutale, de Woodger. Celle du plasma de ville. Oui, Woodger nous dit d'imaginer qu'une bombe détruise une ville. Les débris qui restent ne sont pas juste des parties de ville désorganisées. Non, Le toit de la banque et la porte de l'école n'existent plus en tant que tels. Les composants eux-mêmes ont été transformés en quelque chose d'autre, des débris. La transformation est fondamentale, ce n'est pas seulement la perte de l'organisation. d'accord. L'idée de transformation semble donc bien s'appliquer à la biologie. Mais est-ce qu'elle ne va pas trop loin? Le concept de transformation est partout. Un gâteau qui cuit, c'est une transformation. Oui, bien sûr. Si c'est si général, comment ce concept peut-il expliquer ce qui est spécifique et unique aux organismes vivants? Ça semble diluer la particularité de la vie. C'est l'objection la plus importante et le texte l'aborde de front. Si n'importe quelle transformation crée de la nouveauté, alors la biologie n'a rien de plus spécial que la géologie. C'est ça. Pour répondre à ça, le texte propose 2 pistes et les deux sont profondément liées à l'évolution. Ah, l'évolution, la clé de voûte de la biologie. Ça semble logique. Toujours. La première piste est très ambitieuse. Elle suggère que la transformation unique qui définit le vivant, c'est l'apparition de la sélection naturelle elle-même. Rien que ça. Cet événement, il y a des milliards d'années, aurait pu être une transformation fondamentale de la matière sur Terre, introduisant une nouvelle loi, une nouvelle dynamique qui n'existait tout simplement pas avant. Une sorte de changement des règles du jeu de l'univers, mais localement. On peut le voir comme ça. La deuxième piste est peut-être plus concrète. Elle propose de se concentrer sur ce qu'on appelle les transitions évolutives majeures. Par exemple, Par exemple, le passage d'un monde ARN à notre monde basé sur l'ADN. Ou le passage absolument crucial des organismes unicellulaires aux organismes multicellulaires. donc ce ne serait pas la transformation originelle, mais une histoire de transformation successive qui définit le vivant. C'est bien ça. Chaque transition crée un nouveau type d'individu biologique avec des propriétés radicalement nouvelles qui n'existaient pas avant. Je vois. La spécificité de la biologie ne viendrait pas d'un concept général, mais de l'histoire contingente et unique des transformations qui se sont produites sur Terre. Ce n'est pas la transformation, mais ces transformations-là. C'est beaucoup plus clair. Pour résumer, si je suis bien, l'idée centrale, c'est que l'organisme, cette vieille idée que la vie est spéciale, Mhm. n'est pas condamné à s'appuyer sur le concept un peu flou d'organisation. Exactement. Il existe une alternative solide, l'émergence transformationnelle. Une approche qui met l'accent non pas sur l'architecture, mais sur le changement dynamique au fil du temps, sur l'alchimie. Et le texte suggère même que cette nouvelle perspective a des avantages. Elle permettrait d'éviter certains pièges philosophiques. Oui, comme ces paradoxes de la causalité descendante, où on a du mal à expliquer comment un tout peut agir sur ses propres parties. C'est vrai que ça peut vite devenir mystérieux. Ici, la causalité est plus simple, c'est un processus historique qui transforme la matière. Le cadre est plus simple et potentiellement plus compatible avec une vision matérialiste du monde. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question à méditer. Hmm. La question n'est peut-être pas seulement de savoir si l'organismisme peut se passer de l'organisation, mais s'il ne serait pas au fond plus fort sans elle. C'est une bonne question. On a tendance à admirer la vie pour sa complexité structurelle. On la compare à une montre suisse. Mais si la vraie merveille, ce n'était pas la structure elle-même, mais le fait que le vitrail peut se transformer en pierre et la pierre en cloche, J'aime beaucoup cette image. et si la caractéristique la plus fondamentale du vivant n'était pas son ordre, mais sa capacité infinie à se métamorphoser,